Pourquoi ne m'ont-ils pas répondu? Ai-je dit quelque chose de mal? Peut-être qu'ils sont fâchés à cause de quelque chose que j'ai fait. La dernière fois que j'ai fait cette blague, ils détestent ça. Bon sang, je devrais me préparer. Qu'est-ce que je dois faire? Je pense que beaucoup d'entre nous réfléchissent beaucoup trop, et il y a un tas de raisons pour lesquelles nous le faisons. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre ce problème en termes de solutions pratiques. Regardez jusqu'à la fin, car cette vidéo vous sera extrêmement utile. L'overthinking, la rumination, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est ce processus qui consiste à penser encore et encore à une situation de façon très irrationnelle. Souvent, nous essayons de justifier cette irrationalité émotionnelle par des faits logiques concernant la situation à laquelle nous pensons de manière excessive, ce qui ne fait que perpétuer l'excès de pensée. Lorsque vous réfléchissez trop à une situation, vous vous concentrez entièrement sur cette situation ou sur ce processus de pensée. Nous n'avons le temps ou l'énergie que pour nous concentrer sur d'autres choses dans notre vie, un problème de santé quelconque, ou vous réfléchissez trop à ce que cette personne a dit. Et alors ces autres domaines de votre vie sont négligés juste parce que vous êtes super concentré sur ce à quoi vous réfléchissez trop. Voici une citation sur la surréflexion. Le fait de trop penser peut être une façon d'essayer de contrôler une situation et de se sentir plus sûr de ce qu'il faut faire ensuite. Le cerveau tente de réduire l'anxiété en passant en revue les scénarios possibles et en essayant de prédire ce qui va se passer. Oui, exactement. Le cerveau veut anticiper ce qui va se passer, ce qui est très courant chez les personnes de type A, les perfectionnistes, les personnes très performantes, etc. Si vous êtes quelqu'un qui a des exigences élevées pour vous-même, vous pouvez commencer à trop penser aux actions que vous faites. On peut commencer à se dire « Oh, je ne fais pas cette routine matinale que je devrais faire parce que les gens qui réussissent la font. » Certaines personnes qui réfléchissent trop ont toujours besoin d'une structure. Elles veulent toujours savoir ce qui va suivre et détestent l'inconnu parce qu'on n'est pas capable d'être bon dans l'inconnu. Cet excès de réflexion commence à obscurcir l'esprit, à le gêner et à vivre dans ce mode perpétuel et constant de réflexion. Il est très important que nous cherchions des moyens de contourner ce problème afin que les pensées excessives ne deviennent pas prédominantes dans notre vie. Si votre cerveau est constamment à 160 km/h, il devient très difficile de profiter de la vie. J'aimerais donner des exemples de mes pensées excessives dans le passé. Au fait, le contexte, je suis assez grand. Lorsque j'étais plus jeune, je pensais toujours que lorsque j'entrais dans une pièce ou que j'étais en contact avec quelqu'un, je pensais que je le rendais anxieux parce que j'étais grand. À cause de cela, une partie de moi, quand j'étais plus jeune, ne marchait inconsciemment pas trop droit, n'avait pas une grande présence, inconsciemment parce que je me disais « D'accord, ces gens ne devraient pas se sentir anxieux. Vous savez, comme si j'étais meilleur qu'eux. Je ne veux pas que ces personnes se sentent intimidées. » Etc. En sport, c'était un peu différent. Je suis compétitif, donc si vous êtes intimidé, vous l'êtes. Mais dans un contexte social, c'est un peu comme ça que ça se passe. Finalement, j'ai commencé à comprendre pourquoi je le faisais et je l'ai corrigé. Ensuite, à l'université, j'ai travaillé dans un magasin d'informatique. Je vendais essentiellement des imprimantes. Je sais, c'est amusant, c'est un petit boulot d'étudiant. Je vendais des imprimantes et tout ça. Et un jour, je suis entré dans le magasin. Et la première chose qu'il m'a dite, il s'est approché de moi et il m'a dit « Mec, tu entres ici comme si tu étais le propriétaire du magasin. » Et quand il a dit ça, pendant une fraction de seconde, je me suis dit « Oh, est-ce qu'il se sent un peu mal à l'aise de me voir arriver avec une posture droite ?» Puis j'ai ri. Mais dans mon cerveau, je me suis dit « Attendez une seconde, le fait qu'il interprète mon entrée avec une posture droite n'a rien à voir avec moi. Cela a tout à voir avec lui. Pourquoi me soucier de ses insécurités, que j'ai l'air extrêmement sûr de moi? C'est quelque chose avec lequel il doit travailler. Le fait que je sois confiante dans ma façon de marcher fait ressortir une insécurité chez lui. Je reflète quelque chose en lui sur lequel il doit travailler. Lorsque j'ai commencé à comprendre cela, j'ai commencé à me demander où, dans ma vie, je réfléchissais trop, surtout lorsqu'il s'agit de l'opinion des autres. Mais où est-ce que je réfléchis trop en termes d'actions à entreprendre? Je ne dis pas que je ne réfléchis jamais trop, mais je me rattrape très vite. En parlant de solutions, je vais en parler. La première façon de réduire considérablement le nombre de pensées excessives est de commencer à aimer l'inconnu. Tout à l'heure, j'ai parlé des personnes de type A, des personnes qui sont très performantes, des personnes qui ont des normes élevées pour elles-mêmes. Vous devez accepter l'inconnu parce que la vie est remplie d'inconnus. Beaucoup de choses peuvent arriver à tout moment. Pour accepter l'inconnu,
Il faut commencer à structurer un peu moins sa journée. Faites des choses différentes. Faites des choses nouvelles. Faites des choses qui vous mettent au défi. Vous commencerez à vous habituer à l'inconnu et à être un peu plus à l'aise avec l'inconnu. Prochaine leçon, le besoin de résultats. Soyez moins dépendant des résultats. Cela signifie simplement être spirituellement détaché des choses et des situations. Être spirituellement détaché de ce que vous voulez. Je sais que c'est une contradiction parce que vous voulez ce résultat. Vous voulez que cela se produise. Mais être d'accord pour que cela n'arrive pas et, dans votre esprit, être prêt à ce que cela n'arrive pas, c'est bien. En fait, bien souvent, lorsque nous voulons atteindre un certain stade de notre vie, nous sommes d'accord pour nous en détacher. De cette façon, nous ne sommes pas constamment accaparés par ce qui se passe. Ensuite, apprenez à aimer l'échec et à faire des erreurs. Les échecs peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous avez ratées dans le passé et que vous êtes heureux d'avoir ratées parce que cela a littéralement fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. L'échec permet de se forger un caractère. La formation du caractère est essentielle. Si vous regardez la société d'aujourd'hui, les gens ne se développent pas parce qu'ils n'échouent pas assez, n'est-ce pas? Ils ne traversent pas assez d'épreuves pour se forger une sorte de détermination et de caractère. C'est pourquoi ils stagnent. Mais lorsque vous acceptez l'échec, vous commencez à vous développer comme un fou. Mon entreprise n'existerait pas si je n'avais pas accepté l'échec. En outre, l'échec renforce votre humilité et gère votre ego. Si vous progressez vraiment dans la vie, vous voulez avoir des choses qui vous ancrent dans la réalité lorsque vous réalisez de grandes choses, mais vous restez ancré dans la réalité. C'est la recette parfaite, le nuage qui nourrit la terre. L'étape suivante consiste à identifier vos déclencheurs. Vous pouvez dire « Oh Jim, oui, je réfléchis trop à cause du stress et de l'anxiété. » Ma prochaine question serait de savoir dans quelle mesure cela est lié à l'ego. En quoi le fait de trop penser vous aide-t-il à rester dans votre ego, cette identité que vous avez créée à propos de vous-même, n'est-ce pas? Par exemple, un père peut penser de manière excessive qu'il sera en retard au match de basket de son fils. Il y pense trop, mais il est simplement en retard à un match de basket. Mais pour lui, il déteste l'idée d'être en retard au match de basket parce que son ego lui dit qu'il est un père formidable, qu'il est toujours là pour ses enfants. Autre exemple, disons que quelqu'un réfléchit trop à un match de baseball qu'il s'apprête à jouer. Il ne veut pas se tromper. Elle se dit « Oh, je ne veux pas me tromper ». Ils arrivent avec la peur. Eh bien, ils y pensent trop parce qu'ils ont cette identité de bon athlète, comme « Je suis un grand athlète, je suis parfait, je ne me tromperai jamais ». Ils arrivent donc avec des craintes parce qu'ils s'accrochent tellement à cette identité et qu'ils essaient de résister à l'autre côté, à la dualité, au fait qu'ils pourraient tout simplement faire un mauvais match ce soir-là. Mais c'est ironique parce que s'ils acceptent d'avoir un mauvais jeu ce soir-là, contre-intuitivement, ils auront probablement un meilleur jeu parce que s'ils n'y résistent pas, comme s'ils n'étaient pas trop dans leur tête, ils sont simplement en train de couler. Ils jouent simplement. Vous devez identifier dans quelle mesure vos pensées excessives sont liées à l'ego. Si vous avez l'identité d'une personne très performante et que vous pensez trop au relâchement, c'est peut-être parce que vous avez l'idée d'être une personne très performante, mais ce n'est qu'une identité. Les personnes très performantes doivent toujours avoir des moments où elles se reposent. Les personnes très performantes doivent aussi avoir des moments de repos. En fait, oubliez l'identité de la personne très performante. Je réussis beaucoup de choses. Je ne suis pas une personne très performante. Ensuite, recadrez les pensées excessives. Le recadrage consiste simplement à envisager les choses sous un angle différent. Et une phrase parfaite que j'ai trouvée pour cela consiste à dire « Je fais cela parce que », comme dans « Je fais cela parce que X, Y et Z ». Par exemple, « Je fais cela parce que je me considère comme un surdoué » et c'est une façon de protéger mon ego. Ainsi, vous recadrez les pensées excessives. Toutes ces pensées arrivent. Elles ne cessent d'aller. Et il y a une émotion qui y est attachée. Mais ensuite, vous les observez sans les juger et vous vous dites « Oh, comme si je faisais cela parce que je me vois X, Y et Z ». Quelle que soit l'identité que vous adoptez, la vie est faite de nuances. Cela signifie que 100% du temps, vous ne serez pas toujours dans cette identité. Par exemple, le PDG d'une entreprise est le PDG de l'entreprise lorsqu'il travaille. En dehors de son travail, il est dans les embouteillages, il doit parfois se rendre chez le médecin, il doit aussi prendre soin de lui-même, voire de sa famille. Ils doivent aussi s'occuper d'eux-mêmes, voire de leur famille.
Ils doivent peut-être réparer une fuite dans la maison. Ils ont des choses à faire en dehors de leur identité de PDG. Mais nous assumons ces identités comme si elles étaient la panacée du genre « je suis un PDG, mais je ne suis que cette personne ». Vous avez d'autres activités dans la vie. Vous ne devez pas porter cette identité partout. Quelqu'un qui est un maître dans le domaine de la sociologie, disons cette personne essaie d'apprendre le karaté. Elle n'est pas un maître du karaté. Elle entre dans le karaté en tant que novice, en tant que personne, en tant que débutant. Et elle apprend comme un étudiant avec son maître en sociologie. Ils apprennent donc dans le karaté. C'est un domaine différent. Ainsi, la vie a des nuances. Il se passe des choses différentes. Lorsque nous réfléchissons trop, c'est parce que nous sommes attachés à une identité dont nous devons nous défaire. Il y a peut-être des domaines de la vie dans lesquels vous n'êtes pas le meilleur, et c'est normal. Ensuite, calmez-vous en ce qui concerne le catastrophisme. Le pire scénario auquel vous pensez n'arrivera probablement pas. Je suis sûr qu'il y a un mois, vous pourriez témoigner d'un événement que vous pensiez voir se produire et qui n'a pas eu lieu. C'est probablement le cas aujourd'hui. Maintenant, le scénario suivant est que cela se produise. Vous savez ce qui va se passer lorsque la chose à laquelle vous pensez trop se produira. Ce ne sera probablement pas aussi grave que vous le pensez. Et ensuite, si c'est aussi mauvais que vous le pensez, vous vous adapterez, c'est-à-dire que vous vous adapterez à la situation. Tu t'y adapteras et ce sera comme une nouvelle norme. Par exemple, si quelqu'un pense qu'il a une sorte de blessure musculaire et qu'il y pense trop, il va à l'hôpital et il s'avère qu'il s'est déchiré quelque chose. Cela craint, cette sensation est là, cette anxiété est là. Le pire scénario auquel ils ont pensé s'est produit. Mais que se passe-t-il ensuite? Ils se sentent mal pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 1 jour, 2 jours. Mais que se passe-t-il ensuite? C'est normal maintenant, c'est la nouvelle réalité. C'est le « bon, j'ai un muscle déchiré. Je vais peut-être avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Peut-être que je n'en aurai pas besoin. Peut-être que j'ai juste besoin de m'asseoir. Peut-être que le médecin m'a dit de m'asseoir, ce n'était pas si grave. Si votre médecin vous dit de mettre de la glace sur votre muscle déchiré, ce n'est peut-être pas le médecin qu'il vous faut. Quoi qu'il en soit, le fait est que cela devient une nouvelle réalité, que c'est arrivé, que vous vous y êtes habitué et que les choses peuvent s'améliorer. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Même si le pire scénario se produit, ce qui n'arrivera probablement pas, mais admettons qu'il se produise, les choses s'amélioreront, et c'est le genre de foi qu'il faut avoir face à certaines situations. Vous devez avoir confiance en vous pour ce qui est de votre capacité à rebondir, à gérer les choses. Et si vous avez un penchant pour la religion, c'est une chose très importante lorsqu'il s'agit de scénarios catastrophes. Il est très rare qu'ils se produisent, mais lorsqu'ils se produisent, vous pouvez comprendre que les choses s'amélioreront. Il s'agit en grande partie d'un jeu d'esprit, et l'un des aspects importants de la réflexion excessive est que nous devons veiller à ne pas trop penser à notre propre réflexion excessive. Il s'agit là d'une autre métaperspective. Souvent, nous pensons trop que nous pensons trop.